Bonjour à tous, je vois qu'il y a déjà du monde, c'est génial. Bienvenue sur ce webinaire. De toute façon, je rappellerai les règles, on peut pas ouvrir les canaux, c'est pas super simple. Donc du coup, on fait surtout par chat, les questions, tout ça. On va se laisser de toute façon encore quand même quelques minutes le temps que tout le monde arrive. J'avais vu qu'il y avait pas mal de participants. Donc on fera comme ça. Ça, on va le mettre ici. Non, il s'attache pas. Bon, bah, écoute, c'est pas grave. Les questions, on va les bouger aussi. Comme ça, on aura accès à tout. Dis donc. C'est pas ça que je voulais, moi. Ah, ouais. Désolé, je fais ma petite tambouille de mon côté avec mes fenêtres et tout pour bien voir. Vue du public, je vais me le mettre de côté aussi pour être sûr que j'aille pas trop vite. Logiquement, la bande internet doit tenir le choc, mais bon, on sait jamais. Et je peux pas mettre de pointeur, donc on va faire comme ça. Donc, voilà. Paramètres d'affichage. Ouais, ouais. Puis je vois en plus il y a plein de noms nouveaux, c'est bien ça, c'est bien, c'est que ça marche. C'est une bonne chose. Pour ceux qui sont déjà là, qui participent pour la première fois, le but des webinaires, pour expliquer un peu, c'est quand même de répondre à des questions qui peuvent apparaître chez les clients. C'est très bête, mais vous pouvez avoir des questions, voilà, qui c'est pas simple à répondre c'est pas simple à répondre en live, enfin tout ça quoi. Donc du coup, on profite des webinaires pour expliquer un peu plus, pour rentrer sur certains sujets. Vous verrez de toute façon les sujets, enfin on fait un rappel des sujets qu'il y a pu avoir. Il y a un peu tout. Et bon, on est toujours en recherche en début d'année, parce qu'on fait un programme pour l'année. On est toujours en recherche de sujets, donc je dirais, si vous voulez faire influencer un peu les choses dans votre sens, poser la question. Donc ça permet de hop. Merci Dominique du retour. Ok. Ouais, non, ça permet d'influencer un peu les choses dans votre sens et intérêt, et voilà quoi. Il est 10h02 et est-ce que j'ai encore des gens qui se connectent? 13, ouah. Allez, on va attaquer. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire. Alors, je vais essayer de le faire. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, c'est bien enregistrement. Logiquement, à la fin du webinaire, la personne qui s'occupe du marketing chez nous envoie l'enregistrement. Je pense que cette fois, par contre, je lui demanderai d'envoyer le document. Ouais, il y a 2-3 trucs dedans où j'ai mis des liens et tout, donc ça sera peut-être plus utile. Donc, puisqu'on en est au webinaire, voilà. Juste comme à chaque fois, on fait un rappel sur ce qu'on essaye de faire. Alors, on a la partie site web, appli site, n'hésitez pas à la consulter. Dans la partie Agenda, alors je vais en reparler un tout petit peu après. Vous verrez, voilà.
il y a pas mal de choses qui sont expliquées. La partie blog aussi, alors on essaye de mettre régulièrement des articles sur ce qu'on peut faire avec Molfo. Alors ça peut être des trucs très bêtes, mais ça va un peu dans l'esprit du truc astuce qu'on fait, qu'on faisait et qu'on refera encore d'ailleurs au club utilisateur tous les ans. C'est des trucs tout bêtes. Mais voilà, je dirais, par moment, c'est pas connu, c'est oublié, enfin voilà, bref. Un petit rappel des webinaires déjà faits. Donc, comme vous pouvez voir, on essaie de couvrir des sujets divers et variés. Le bimatière, donc c'est celui qui est aujourd'hui. Il y en aura un prévu en octobre qui reprendra un peu ce qui aurait été fait au club pour ceux qui n'ont pas pu assister. Puis après, on en a 2 derniers sur comment utiliser Molflow. En fait, comment tirer le plus de Molflow en fonction des différentes phases de développement. L'idée, ça sera d'expliquer un peu qu'est-ce qui est nécessaire, pas nécessaire en phase de développement, au tout départ, par exemple, en préétude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite, parce qu'à la limite, à ce moment-là, on n'a pas besoin de précision, on a besoin de rapidité. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est vraiment en phase de corrélation alors je sais plus, c'est pas moi qui le ferai celui-là, mais je sais plus si on ne doit pas parler justement de comment pouvoir réintégrer une gamme de réglages ou des choses comme ça. Et le dernier, c'est expliquer ce qu'on peut faire en RTM. Et c'est moi qui m'y colle. Juste pour rappel, alors vous avez dû sûrement avoir l'information déjà à droite à gauche. Il y a un club utilisateur Molflow le 21 octobre à Paris, à la Maison de l'Amérique latine. Vous êtes tous bien évidemment invités. Je remis le programme pour montrer un peu. On commence à recevoir la présentation, honnêtement, il y a du... c'est bien. Moi j'aime bien. C'est vraiment en fait des choses qui sont assez intéressantes, vraiment sur des sujets en plus divers, sur deal, ça sera vraiment une partie corrélation, sur la partie fibre, toute cette partie vraiment modélisation, ce qu'on peut faire, thermique, enfin, essayer d'être le plus proche possible du moule. Solvay, ça sera vraiment sur l'analyse matière. Et Armel, ça sera vraiment sur comment on peut en fait essayer de fitter au mieux ce qu'on a dans l'atelier par rapport à ce qu'on a en simulation. C'est essayer d'adapter au mieux. Et puis, toujours les 3 mousquetaires à la fin avec trucs et astuces. Et bon, on se creuse un peu la tête, on est en train de finaliser, mais on s'est un peu creusé la tête pour trouver des choses intéressantes. Il y a d'ailleurs un bout de sujet que je vais évoquer aujourd'hui qui sera discuté durant cette présentation. Pour rappel, alors juste pour ceux qui sont connectés, les questions, je les prendrai à la fin. Je vais essayer de balayer, prendre mon temps, voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les renseigner tout de suite. Comme ça, moi je répondrai je répondrai plutôt à la fin. Mais dans le bandeau à droite, vous devez avoir la possibilité de poser des questions. Alors ça paraît pas, hein. Ça n'apparaît pas parce que c'est du GoToWebinar, mais il y a un petit menu questions et vous passez par ça et puis j'essaierai de répondre au mieux. La thermique bimatière. Alors concrètement, c'est une fonction alors qui a quelques années quand même maintenant. Ça fait 3-4 ans, 4 ans. Qui est disponible alors, en 3D uniquement pour permettre de prendre en compte la thermique. J'ai une petite coquille mésotherme avec un E, ce sera mieux. Qui permet en fait, voilà, jusqu'à présent, quand on faisait du calcul sur moulage, on était forcément avec du moule isotherme. Sur beaucoup de cas, ça passait pas trop mal, mais dès qu'on commence à rentrer sur des matières un peu spécifiques, disons que ça pouvait ça pouvait créer des variations quand même. Donc voilà, c'était un manque. Et du coup, ils ont dit, tiens, on va essayer de faire ça, de creuser la tête. Alors l'intégration déjà du coup FEM a permis de faire ça plus facilement. Et puis du coup, ça a été rajouté. Alors, la présentation, elle va se décomposer en plusieurs étapes. Déjà, je vais expliquer un peu ce qu'il y a besoin, comment on va pouvoir faire.
Et puis, bah, voilà, donc résultat, ce qu'on peut apporter. Alors vous verrez, je survole. Je rentre pas à fond dans le truc, c'est pas le but du webinaire, mais voilà, c'est pour expliquer un peu ce qu'on peut faire. J'insiste plus vraiment sur la partie mise en données parce que c'est là où je trouve que c'est le plus moins simple. Je veux dire, le reste, à la limite, c'est assez facile à paramétrer, il y a pas 36 000, trucs à modifier. Ouais, ça reste abordable. La partie mise en données, c'est ce qui freine souvent sur pas mal de trucs. Parce que globalement, vous devez avoir un moule quasiment fait. Quand je dis fait, alors idéalement, donc les pièces forcément, pièce 1, pièce 2. Sur ce modèle, il faut bien prévoir la pièce 1 en double, parce qu'en fait, enfin, le logiciel va se servir de la pièce 1 et de la réintégrer sur le deuxième composant. Donc en fait, ça doit se présenter à peu près sous cette forme. Donc il faut vraiment essayer d'avoir les pièces bien orientées, bien positionnées. Pensez qu'il va fonctionner avec un centre de rotation. Donc essayez de placer les pièces, d'avoir les pièces symétriques par rapport à ce centre de rotation. Et après alors, ça par exemple, ce que j'ai fait là, c'est quelque chose que j'ai fait sur Fusion. Donc c'est gérable. Mais il faut donc prévoir le moule séparé en deux parties. Éventuellement, s'il y a des inserts, tout ça, ça peut être intégré aussi. Mais bien prévoir voilà, l'ensemble moulant. Parce qu'on va partir en FM, donc on a besoin du moule. Les canaux d'alimentation et de régulation. Alors, je rappelle, la fonction qui est possible, c'est d'extraire les axes. Donc ça peut être en fait soit directement les axes, tout bêtement, soit en fait les formes d'alimentation, enfin la CO de l'alimentation et de la régulation, et en fait de ça vous pouvez les extraire sur Molflow. Euh, ouais, ouais, enfin, généralement quand je fais des documents que c'est écrit en gras, rouge, souligné, c'est que c'est important. Bien penser vraiment à cette notion de symétrie. Il faut essayer vraiment d'avoir quelque chose où vous savez que quand vous allez tourner une pièce, donc cette pièce-là va arriver ici, il faut que ça soit symétrique pour que justement le champ de température soit bien repositionné. Parce que c'est un peu la clé du calcul. On ne peut pas utiliser l'assistant. C'est l'assistant qui sert pour faire un moule en FM, où on fait un bloc, ne peut pas être utilisé. Parce qu'il faut forcément deux blocs. Il y en aura un qui sera fixe, un qui sera mobile. Donc on est obligé d'avoir deux blocs séparés. Alors je vous dis, on peut très bien utiliser Fusion, faire un bloc sur Fusion, puis après le redécouper, enfin faire un bloc pardon, dans Molflow, l'envoyer dans Fusion, le découper, c'est gérable. Mais il faut bien avoir en tête que pour que le calcul marche, c'est mieux. Idéalement, il vaut mieux avoir quelque chose qui évite de faire des rotations-déplacements dans Molflow. C'est-à-dire que si vous pouvez importer un modèle tout préparé, c'est mieux. C'est faisable de dire voilà, une fois que j'ai ma pièce, je la recale comme ça, je la fais, voilà. Euh, Ça implique juste de faire attention. Donc voilà, c'est pas impossible, c'est pas infaisable, mais c'est mieux. Euh, En termes de procédé, on fait pas de moule à écluse. C'est forcément avec un système de mouvement. Donc il y a le moule tourne. Donc j'avais déjà eu question au support. J'avais déjà eu la question au support. C'est non, pas gérable. J'avais essayé de regarder un peu, voir ce qui était faisable et c'est pas simple. Enfin pas simple. Pour l'instant, moi j'ai pas trouvé en tout cas. Donc c'est pas voilà, c'est pas pour moi c'est pas faisable. Première chose, le plus simple, choisir le calcul. Donc on fait bien un calcul sur moulage thermoplastique avec thermique FEM. Juste pour rappel, alors j'en parlerai à la conclusion. Le type de calcul sur moulage, c'est bien injection à un composant, le moule tourne, on fait injection du deuxième composant. À partir du moment où la pièce est hors du moule, sort du moule, transféré sur un autre moule, transféré sur un autre presse, peu importe, c'est un insert. Ça sera mieux en insert. Et donc après, il va essayer, enfin, va emmailler. Alors, idéalement, on va essayer de faire le maillage de tout d'un bloc. Alors, affecter les propriétés au départ.
C'est peut-être mieux. Je l'ai mis après, ça peut servir à être, à faire mieux. Idéalement, il faut essayer aussi de m'allier avec une corrélation exacte. Pour une question, alors plus de précision ou précision, je veux dire plutôt précision du calcul. En fait, la corrélation exacte, on en a déjà parlé, il me semble au cours de webinaire et club utilisateur et autres, ça permet d'avoir plus de précision. Comme les nœuds sont superposés, donc les 2 pièces sont des nœuds avec des positions identiques mais différents, c'est-à-dire que tout ce qui se passe aux nœuds ou aux éléments est parfaitement transféré à l'autre composant, en termes de pression, température, tout ça. C'est que mieux. Si c'est faisable, c'est bien. Si vous voyez que le modèle, il vous enfin, vous faites jeter par le mailleur parce qu'il n'y arrive pas, je dirais le tolérance au défaut ou même enfin, même le ignorer le contact, ça fonctionnera quand même. Ça sera juste un poil imprécis, c'est tout. Il y avait une question, de toute façon, par rapport à ça, j'en parlerai après. Enfin, j'en parlerai à la fin. Ensuite, alors ou avant, on peut le faire sur les corps CAO, il faut bien commencer à définir qui est quoi. Comme on va parler de surmoulage, on aura un onglet composants surmoulage et vous faites clic droit propriété sur alors, le corset haut ou le maillage, peu importe. Ça vous servira d'une part à définir qui et quoi. Alors quand je dis qui et quoi, ce qui peut avoir le point d'injection surmoulage, qui peut avoir la matière surmoulage, qui peut avoir la matière d'injection classique et le point d'injection classique. Et la petite différence, c'est qu'on aura la partie rotation. Parce que justement, en fait, sur le premier composant, donc celui qui va être isolé, on devra dire que c'est le composant en rotation. Parce que c'est, en fait, il va récupérer les champs de température de ce composant-là et dire ça, c'est là. Alors, plutôt que de grands mots, j'ai un petit modèle sous la main. On va bloquer ça, on va enlever ça. Ça sera peut-être plus simple. Donc sur ce composant qui est tout seul, ici, propriété, hop. Donc sur celui-là, je dis bien ça en rotation. Du coup, en fait, en faisant ça, je lui ai fait commencer à lui affecter un peu, comment ça va se composer. Ensuite, forcément, on a parlé d'alimentation au départ. Je vais faire juste une pause, j'ai une question. À quoi correspondent les 3 cavités? En fait, quand on fait du surmoulage, on injecte une pièce sur une autre pièce, donc qui est injectée aussi. En gros, les 3 cavités, c'est la première pièce qui va être faite toute seule de son côté. C'est un peu ce qui est là. Et en fait, la 2 autres cavités, c'est la première pièce qui est faite là, qui a été déplacée dans le moule pour venir faire la deuxième pièce. Donc c'est juste ça. Et en fait, alors, pour expliquer un peu dans le calcul thermique va être fait sur ce composant-là, le calcul remplissage va être fait sur ce composant-là. Donc il va faire remplissage 1 et 2, et la thermique va être faite sur celui-là, et sur celui-là seul, donc la pièce grise seule. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir d'avoir 3 composants. Mais je répondrai de toute façon, je reviendrai après de ça. Sur toutes les éléments poutres, alors de tête, ça marche aussi avec les éléments non, aliments poutres. Sur tous les aliments poutres, il faudra aussi réfléchir à qui est quoi. Donc c'est-à-dire que quand c'est l'alimentation pour le composant 1, selon le type d'alimentation, j'ai bien marqué attention, il faudra dire c'est un composant en rotation ou non. Basiquement, on doit dire en rotation à partir du moment où il sera présent sur le deuxième composant. À partir du moment où c'est supprimé, il n'a pas de raison d'être sur le deuxième composant. Donc quand le moule s'ouvre pour faire la rotation, si comme là c'est une mini carotte, si c'est enlevé, je peux dire ça c'est plus en rotation et ça fait pas partie du deuxième composant. Il va juste ne pas récupérer le champ de température qui s'applique aux surfaces de cette zone. Oui, donc voilà. On aura alors la possibilité de définir selon ce qu'on veut l'axe de rotation et le point de référence.
Vous pouvez alors honnêtement, je pense que laisser en automatique, ça marche bien. Moi, je sais que j'aime bien le forcer parce qu'au moins, voilà, comme j'ai un modèle qui a été créé du départ par rapport à ça, je sais que mon origine, c'est 0,0 et je le force en 0,0. Comme ça, je le bride un peu plus et je lui dis: «Non, non, c'est l'origine, c'est moi qui décide». J'ai jamais fait l'essai à 100 en dire, laisse en automatique. Logiquement, s'il est intelligent, il doit savoir que voilà, voilà. Mais moi, je sais que j'aime bien forcer parce que je veux pas laisser le champ de possibilités à dire, «Bah non, finalement, c'est un peu décalé et voilà, ça me fait une erreur». Donc je préfère le forcer. Ça me prend 2 minutes, même pas. Donc voilà. Bien évidemment, on aura la même chose à faire sur les axes de régulation. Bien faire attention, ça concerne que la partie mobile. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple là, les canaux du haut sont fixes, les canaux du bas sont mobiles. Donc bien faire attention à ça. Hem, Ensuite, bah, en fait, ça va être la même chose pour le moule. C'est globalement, on va devoir définir qui est quoi. Donc on aura les 2 parties, alors plusieurs parties du moule, disant voilà, c'est partie fixe, partie mobile. S'il y a des inserts, vous avez le même principe, de dire c'est un insert qui du coup appartient à la partie, fixe ou mobile. Donc pour les questions de champ de température, ça sera la même chose. On pourra dire voilà, cet insert-là, il est du côté mobile, il est du côté fixe et en fait les zones en contact seront pas les mêmes. Dans ce cas-là, on aura, bah, exactement la même chose, composant à partir composant du moule du surmoulage et on dira ça c'est fixe, ça c'est mobile. Une fois qu'on a fait ça, bah, en fait, on tombe sur la réglage classique, cool FM où on définit, pardon, la taille du surface, soit avec un facteur d'échelle, soit avec une taille imposée, et le nombre d'éléments qu'on va mettre à travers l'épaisseur pour se retrouver avec un moule comme ça. Donc jusqu'à présent, il y a pas, enfin la modélisation, je veux dire, hormis la partie réglage des surmoulages, toute cette partie-là, je dirais tout peut se faire presque en éléments CAO et c'est juste en fait être un peu rigoureux, dans la mise en données parce que, bah, faut bien faire attention que voilà. Hem, Qu'est-ce que ça va apporter maintenant? Honnêtement, pas comment dire? Alors je vais dire pas grand-chose, c'est un peu un peu c'est un peu réducteur. En fait, on aura les résultats de surmoulage, basiquement. Donc injection 1, injection 2. Si vous avez déjà fait du bimatière, il y a rien qui y fait. On aura des résultats thermiques FM, alors qui peuvent être en moyenné, transitoire mise en prod. Là, c'est vous qui décidez ce que vous préférez faire et donc on aura la déformation. Comme là, j'ai demandé un calcul de déformation, voilà. Hem Quand je dis alors pourquoi je rigolais quand je dis c'est réducteur? Parce qu'en fait, l'air de rien, ça change quand même pas mal de choses. Parce qu'au final, je vais avoir des champs de température qui vont être pris en compte sur 2 cycles. C'est-à-dire que même si je dis, par exemple, comme là, j'ai dit transitoire à un cycle, mon cycle fait 30 secondes, donc de 0 à 30. Et en fait, on voit en fait que le résultat qu'il me donne sur un transitoire, c'est un 2 cycles. Parce qu'en fait, il considère que quand je vais injecter ma pièce 1, elle va tourner, elle va venir se coller sur la pièce 2 et elle va venir en fait être surmoulée. Donc en fait, un cycle pour fabriquer une pièce, c'est bien 2 cycles. C'est 2 fois 30 secondes, dans mon exemple. Plus les secondes d'ouverture et tout. Et du coup, en fait, je peux voir comment les champs de température évoluent sur chaque composant. Par exemple, la cavité 1, donc c'est les courbes, noires, noir et rouge. On voit en fait que tous les 30 secondes, j'injecte une pièce. Et au final, on voit en fait que les champs de température sur l'autre n'ont pas du tout la même allure. Et là où en fait c'est vraiment utile ce calcul, c'est que au final, lui, en fait, enfin, je pense que j'en ai déjà un peu parlé. Lui, ce qu'il fait, c'est du mapping de température. C'est globalement, il sait que telle position, quand je vais faire une rotation d'un tel angle, va avoir telle position sur le deuxième composant. Ce qui fait que du coup, dans les résultats, je me retrouve avec des résultats de température insert-pièce qui correspondent à la première cavité, enfin pardon, qui correspondent à la première cavité appliquée sur la seconde. Je m'explique. J'ai en fait cette cavité-là sur laquelle je fais un calcul. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les champs de température à la fin d'un cycle, donc à la fin dans mon exemple des 30 secondes, il va l'appliquer de l'autre côté
en disant bah maintenant ça c'est un insert et en fait sur cet insert je vais considérer une montée en température. Donc il va garder quand même la cartographie de température, montée descente en température. Et en fait ce qui va être bien, c'est que le calcul de remplissage du coup va utiliser ces données et on aura forcément un calcul plus précis. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'au final on a essayé de faire un comparatif un peu entre les deux. On a pris la même pièce. Alors, désolé, j'ai deux exemples, j'utilise deux exemples dans ma présentation. Euh, Parce que il y en avait un qui était un peu plus parlant que l'autre sur la partie des formations par exemple. Et là en fait c'est la même donc c'est le même modèle de base, sauf que dans un cas j'ai fait un calcul avec un part-insert. Donc ma pièce à l'intérieur c'est un insert pièce, mon crochet. Dans l'autre c'est un surmoulage, donc j'ai une pièce au-dessus qui vient en surmoulage. Et j'ai fait mon calcul bimatière, thermique bimatière. On voit en fait que quand j'ai un part-insert, j'ai une déformation, en fait, cette partie-là qui a tendance à se resserrer. Sauf qu'en fait, je néglige quand même des choses au niveau comportement, température, enfin historique, PVT par exemple, tout bêtement. Quand je fais un calcul en fait sans thermique, donc ce qui se faisait avant sur chaud, c'était sur mon simple, on voit en fait que j'ai un champ qui est un peu plus, enfin une déformation qui est un peu plus symétrique, un peu plus logique, symétrique. Pour autant, en fait, en termes de valeur, on voit qu'entre les deux, j'ai pas un monde, mais pas loin. Et en fait, si je fais le même calcul, mais cette fois je fais thermique sur moulage, on voit en fait que j'ai quelque chose qui est un peu plus précis, parce qu'au final, je me rapproche de ce que j'ai dans ce cas-là. Sauf qu'en termes de valeur, j'ai plus la même chose, parce que justement, j'ai un impact de la thermique sur ma déformation. Donc du coup, en fait, je vais être plus précis dans la mise en données, enfin dans le résultat, sur des surmoulages, basiquement. Je pourrais aller un peu plus loin sur la partie prise en compte de la thermique sur des composants bimatières. Donc du coup, au final, c'est pour ça, en termes de résultats, en fait, il n'y a pas des mille et des cents, c'est juste qu'il prend en compte le fait que chaque composant a des conditions de température définies, spécifiques, et non plus isothermes. C'est-à-dire qu'il va bien voir que un monte assez haut en température puis un descend, l'autre pareil, et voilà, on peut gérer cette partie-là. En termes de process, c'est vrai que j'ai pas marqué, il n'y a pas grand-chose de particulier. En fait, on fait un réglage du thermique, FM ni plus ni moins. On fait un réglage de température pour le composant 1, un réglage d'injection pour le composant 1, un réglage d'injection pour le composant 2. Et c'est tout. Donc il n'y a pas vraiment de trucs compliqués derrière. Pardon, remplissage température composant 1 aussi, oui. C'est cycle thermique et température composant 1 et température composant 2. Je vais bisouper ce truc-là. Et sorti de ça, il n'y a rien d'autre. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'au final, c'est pas super compliqué à mettre en œuvre. Il faut un petit peu de méthode au départ et essayer, enfin, le plus possible d'avoir les composants prédéfinis en CAO. Et en sachant qu'avec le lien Molflow Fusion, comme on importe un corps CAO, si vraiment il y a un loupé, on peut très bien retourner sur Fusion et en fait corriger le modèle. Et on va arriver à la phase question. Alors, j'en ai déjà eu une ou deux. Alors, je vais lire. Est-il prévu, alors j'en reviens au club utilisateur, c'est hop là, la dernière phrase. Est-il prévu pour le club utilisateur des enregistrements? Alors honnêtement, je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Je saurais pas dire. Je sais qu'on a eu la question. Je sais pas ce qui a été décidé encore. Ensuite, faut-il soustraire la pièce au moule histoire d'avoir les pièces et les cavités? Oui, c'est mieux. Enfin, de toute façon, il faut que le moule soit vide. Si je remonte un peu à quoi ça correspond en CAO. Touc, touc, touc. Si je prends que mes blocs CAO, j'ai le négatif complet de l'ensemble, quoi. Donc oui, c'est mieux.
La pièce 1 seul. Et la pièce 1 et 2 sur mon lit. Je réponds en même temps sur le chat. Alors Dominique, j'ai vu que tu avais la main levée. Si tu peux poser ta question par chat. Alors j'ai une question. Faut-il un maillage coïncident entre la moule et les pièces? Non, non, non. Non, parce qu'en fait, c'est du champ de température. Donc au final, lui, il sait qu'il y a telle température à surface, pas forcément. Si c'est possible, c'est mieux. Maintenant, je crois que j'ai fait des essais, ça change pas la face du monde. C'est non, non, en fait, vraiment, ils ont fait un truc bien quand ils ont commencé à travailler avec les maillages de multicomposants, c'est qu'ils ont intégré quand même cette possibilité d'avoir des maillages non coïncidents. Le solver est tolérant à ça. Alors, il faut pas des tailles fortement différentes. J'avais fait 2 essais sur celui-là et je vois des différences, si j'ai un maillage coïncident ou non. Après, c'est pas flagrant, c'est 1 ou 2 degrés. Donc, je considère que sur la thermique, c'est 1 ou 2 degrés, c'est pas forcément, c'est pas critique, c'est pas rédhibitoire. Parce que, enfin, je vais être basique, mais si j'en suis regardé 1 ou 2 degrés, c'est que j'ai quand même un problème assez critique sur le moule et je pense que j'ai d'autres choses à solutionner avant. Alors, pour fixer, qu'est-ce qu'il me fait lui? Pour fixer l'axe de rotation, comme toi, si on apporte une droite ou en filaire, peut-on le sélectionner comme axe de rotation? Euh, Alors, on ne peut pas définir une droite comme axe de rotation. Par contre, tu peux très bien créer un système de coordonnées locales et dire que, en se basant sur cette droite, et dire que tu utilises ça. Mais personnellement, moi, je préfère en fait travailler, en CAO, en gros, avoir construit mon moule en utilisant l'axe du moule comme étant en utilisant l'axe du moule. C'est-à-dire comme l'axe du modèle, mais c'est un peu ça. C'est mon 0,0. Alors, je vais shooter un peu ça, mais globalement, mon 0,0 ici, il doit être là, voilà. En fait, quand ma pièce a été conçue, j'utilise en fait l'axe, le 0,0 comme étant l'axe. Et en fait, je me sers déjà de ça avant en CAO. C'est plus, typiquement, ça évite la question du est-ce que je dois utiliser, qu'est-ce que je dois utiliser. Je m'en affranchis pour éviter que j'ai à me dire, attends, alors, mon axe, mon repère, il était là, mais du coup, j'ai fait comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de rigueur à avoir. Je veux dire, si on peut simplifier la vie en disant, je vais le faire au plus simple du départ, c'est mieux. Je dirais, tout est toujours faisable de se dire, finalement, mon repère, je vais pas l'avoir ici, je vais l'avoir là, mais je vais dire que mon repère maintenant, mon origine de moule du modèle CO, elle sera là, mais je vais dire que je travaille avec un repère là. C'est jouable. Franchement, je pense que c'est jouable, mais c'est compliqué. Voilà. Avec un repère CO correspondant à l'origine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait des nouveaux. N'hésitez pas. C'est parce que ouais, comme j'ai dit, le but du webinaire, c'est d'expliquer en grande partie voilà, comment ça marche, un peu les tenants aboutissants. Vous voyez que je me suis pas appesanti sur la partie thermique FEM, le calcul. Ce calcul-là, par exemple, il a été fait en thermique FM multicycle, ce qui me donne un truc. Bien entendu, j'ai pas les résultats comme je veux.
Puis je voulais savoir. C'est en fait du coup je peux faire du prendre en compte sur plusieurs cycles un peu ce qui se passe. Donc je peux vraiment en fait c'est pour ça que je disais les résultats c'est les mêmes qu'un thermique FM, c'est exactement ça. C'est il n'y a pas 36 000 enfin 36 000 ouais c'est règle. Il n'y a pas de calculs, des résultats spécifiques pour ça. Pour créer. Alors j'ai une question. Y a-t-il une méthode pour créer les deux parties du moule simplement lorsque le moule n'existe pas encore? Euh, Alors, enfin, oui. Alors, je vais relire la question, je vais répondre parce que il y a un petit trou. Y a-t-il une méthode pour créer les deux parties du moule simplement lorsque le moule n'existe pas? Je vais répondre basiquement, je vais dire oui, fusion. C'est sur le principe, fusion, tu mets tes pièces CAO dans fusion, tu fais un cube, tu tu fais un cube qui intègre tes pièces, tu fais un boulin qui soustrait tes deux pièces, tu dupliques ta pièce, enfin pardon, avant la pièce 1, tu la dupliques, tu déplaces tout pour positionner correctement, et après donc tu fais ton boulin de ton moule. Et après en fait c'est juste faire des perçages qui correspondent à l'eau, quitte après à les extraire sous format CAO, voilà. Je dis ça alors, pardon, je rigole, mais sur le principe, c'est presque aussi simple que ça. En pratique, c'est un peu plus complexe parce qu'au final, je suis obligé de recréer pas mal de choses en CAO. Donc ça implique un petit peu de boulot quand même en CAO. Donc il y a une méthode, oui, mais qui nécessite en fait en gros, si tu récupères tes deux pièces, pièce 1, pièce 2, bon déjà, faut prier pour les récupérer en CAO. Et en fait, recréer un moule bimatière à partir de ça, c'est faisable. C'est juste que tu vas passer du temps en CAO. C'est pas infaisable. Tous les exemples que j'ai utilisés dans ma présentation, c'est des exemples qu'on a fait nous-mêmes. C'est-à-dire que globalement, je suis reparti enfin celui-là, je suis reparti. Alors enfin je suis d'accord avec vous, c'est pas des trucs, c'est pas des usines à gaz hein, les moules. Voilà, c'est un bloc, un deuxième bloc. J'ai fait un boulet à l'intérieur, un autre boulet j'intègre en fait les alimentations et je fais une soustraction des canaux. Donc c'est pas forcément hyper complexe. C'est la méthode en fait, c'est juste recréer en fait un bloc CAO, enfin des composants CAO à partir de ce qu'on a dans Molfo au départ. Donc, en soi, c'est pas complexe. C'est juste que voilà, ça demande du temps. Euh, Alors après, je sais qu'il y a il y a eu une demande en cours sur le forum Idea Station pour essayer de simplifier un peu. Euh, c'est pas, je sais pas, je le statue d'ailleurs. Si c'est où est-ce que ça en est. Parce que oui, on peut, enfin, on peut considérer que ouais, c'est assez complexe parce qu'en fait, ça demande du temps. Enfin, vraiment, honnêtement, à mettre en données, là où on dit Molfo, globalement, un calcul en allez, une demi-heure, vous êtes prêt à calculer. Thermique FEM, surmoulage, ouais, faut plutôt compter 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, c'est plutôt ça. Faut-il une machine de guerre pour faire tourner le calcul? Eh bien non. Bon, on a peut-être déjà discuté. On a peut-être déjà discuté, mais moi je suis en partie toujours en télétravail. Et ce calcul-là, il a tourné. Alors, moi, je fais tourner beaucoup du coup. Pourquoi je dis ça? Je fais tourner beaucoup en cloud du coup. Donc, vous voyez, la machine, c'est pas un truc, c'est pas une tuerie. Le calcul, il tourne en 1 heure et demie. Et sachant que ça, c'est un calcul mis en cycle. Donc, je fais vraiment. Ouais, bah là, il fait du départ. Et puis après, en fait, il fait comme là. Je sais plus, je suis à combien je stabilise. 16 cycles. Oui, il stabilise tout seul. Donc, pas forcément, pas forcément.
Comment... Alors, Benoît, comment vas-tu exploiter ton résultat de température insertion moulage à l'interface? En fait, je l'exploite pas, c'est lui. Non, en fait, c'est vraiment lui. C'est en gros lui, quand je fais le calcul écoulement sur moulage, je dois avoir un résultat. euh, Température au fond d'écoulement, non. En fait, il reprend la carte de température surface. Je sais comment il le marque ça déjà. Il reprend le résultat température de surface. Moule multi-empreinte. Eh bien, oui, bah oui, forcément. Forcément, si j'ai pas le modèle affiché, ça n'ira pas très bien. Température des flux, écoulement, moule multi-empreinte. Et logiquement, je devrais avoir la même chose sur l'autre composant sur moulage. Et en fait, c'est lui qui se charge tout seul de dire je prends, je remap et je retransforme. Et en fait, c'est un peu ce qu'il fait, enfin, c'est ce que je montrais sur le résultat de température. Est-ce qu'il me le met? Température du front d'écoulement. Température du front d'écoulement, moule multi-empreinte sur. Oui, bah oui, c'est là. Il reprend le champ en fait et il l'applique sur la surface. Et du coup, la température en fait c'est comment dire? Pardon, je disais parce qu'il y avait une autre question. Ça y est, parti à sauvegarder. C'est lui en fait qui charge tout seul de mapper les propriétés. Et alors, il le fait justement par les positions géométriques, d'où l'intérêt de la rotation, du centre de rotation et tout ça. C'est en fait, il s'en charge tout seul. Et si je regarde, alors je dois bien avoir. Voilà, ça y est. Thermique du moule. Thermique du moule, température interface moule empreinte. En fait, il considère les deux sur son cycle. Donc il considère bien les deux températures, les deux composants. Et ce composant-là, la température que je vais avoir sur son composant-là, ça sera celle qui sera appliquée sur celui-là à la fin. Donc c'est-à-dire que quand il va démarrer l'injection de celui-là, il va prendre la température de celui-là sur la fin. Et c'est un peu ce que j'avais sur les courbes tout à l'heure, c'est qu'il prend en compte le fait que le composant 2, quand il est injecté, il voit que le composant 1 a une température, il voit en fait ce qui se passe ici. Donc il remonte en température localement. On voit en fait que justement sur le point vert et bleu, on n'a pas la même chose parce que au final, j'ai le composant 1 qui arrive dessus. Donc c'est ça. Et on voit qu'on pose la courbe bleue, pourquoi elle est en montant en température comme ça? Parce qu'elle est en dessous. Comment le logiciel prend en compte les injections 1 et 2 en différé? Temps. C'est en fait basiquement, je règle un cycle d'injection. Donc j'ai l'injection du composant 1 avec une notion de temps et un cycle pour le composant 1. Alors je peux pas définir des cycles différents des cycles différents composants 1 et 2. Et dès qu'il en fait finit l'injection du composant 1, moule tourne et j'ai fait le composant 2. C'est pour ça que mon cycle c'est forcément moule fermé. Dans le même cycle, donc 30 secondes qui sont là, je vais faire l'injection du composant 1 d'un côté et l'injection du composant 2 sur le composant 1 qui a tourné. Donc en fait, un cycle, il le gère tout seul. Voilà. Et du coup, en fait, il les fait pas en différé, c'est les fait en simultané. Quand il injecte 2, il est en train d'injecter 1 de l'autre côté dans une autre cavité.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Benoît, est-ce que j'ai répondu à ta question du coup? Je relisais, en fait, c'est comment vas-tu exploiter ton résultat de température insert et son moulage à l'interface? Je sais pas si j'ai bien répondu ou non du coup. Ah, ok, bon, bah, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bon, a priori ça a l'air bien. J'ai des réponses comme quoi c'est ok pour moi, c'est tout bon. Bon, ça va. Je rappelle, club utilisateur, n'hésitez pas. Le lieu, franchement, il est bien. Puis ça fera du mal de se revoir. Puis s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas de toute façon à nous recontacter. Alors j'ai mis le mail du support, hein. On a 3, donc hésitez pas, on est là, on est dispo. On s'est creusé la tête sur ce webinaire en particulier, donc on est là. Et ben, puis donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée et puis bon week-end. Allez, à bientôt, au revoir.